Bien, permettez-moi tout d'abord de vous présenter celles et ceux qui sont en face de vous. Je vais aller dans le sens qui va de votre droite vers la gauche. Donc à mes côtés, Laurent Lebouc, qui est collectionneur, notamment collectionneur d'art brut. Je dis notamment sans savoir absolument si c'est exclusivement nous. Notamment, je m'étais pas trop trompé. Becca Hoffman, qui dirige la galerie Edeling Gallery de New York, stand A8. À côté, Christophe Boulanger, qui est conservateur au LAM à Villeneuve-d'Ascq et chargé de l'art brut. Roxana Azimi, qui est cofondatrice du quotidien de l'art, qui est journaliste au Monde et peut-être dans d'autres supports, mais je ne sais pas parce qu'elle est très très prolixe, et surtout ici même l'auteur de La folie de l'art brut aux éditions Séguier. Si je fais une faute, vous me dites. Et puis Christian Berst, donc Galerie Christian Berst Art Brut, stand à Drawing Now, C5, à Drawing Now. Philippe Piguet, moi-même directeur artistique de Drawing Now, ravi de vous accueillir. Et nous allons tout de suite démarrer en proposant à nos invités de réagir, comme ils le souhaitent, à cette définition que j'ai trouvée dans l'art brut, dans un dictionnaire de l'art contemporain des années 80, signé Gérard Durozoy. Expression lancée en 1945 par Dubuffet pour désigner l'ensemble des œuvres produites par des créateurs préservés de tout conditionnement artistique, influence des styles officiels aussi bien que des diverses avant-gardes, intégration dans le marché de l'art et souci de rentabiliser l'expression. De tels artistes dont Dubuffet se fait le défenseur intransigeant parce qu'ils voient en eux une forme pure et initiale de créativité, apparaissent dans des catégories sociales étrangères au milieu de l'art, internés en hôpital psychiatrique, autodidactes, femmes et vieillards, qui se constituent un langage propre, apte à pleinement véhiculer leur singularité. Alors, Christophe Boulanger, vous qui êtes un représentant ici de l'institution publique, quelle est votre réaction aux paroles et à la définition proposée par Gérard Durozoy, disons, il y a une trentaine d'années? Bonjour. C'est une définition qui est assez, il me semble assez à la fois juste et très ample. Il y a beaucoup de choses, hein, puisqu'on passe de l'art brut cher à Jean Dubuffet, à la notion de singulier, par exemple, qu'on va retrouver dans la suite pour certaines de ses créations. Il est évident l'art brut est situé en dehors de ce que Jean Dubuffet appelait les sentiers culturels. Ça pose le problème de l'art brut qui, depuis Jean Dubuffet, a connu lui-même un parcours et une histoire. Depuis 1945, c'est vraiment une expression qui s'est, au-delà de la multiplicité qu'elle recouvre, qui s'est inscrite dans le siècle. Et on se rend compte aussi qu'on ne peut pas parler proprement d'archéologie de la notion d'art brut, parce que c'est vraiment propre à Dubuffet, et que ça recouvre des créations et des modes de pensée, des process artistiques qui existaient avant lui, de gens qui créaient avant. D'accord, merci. Alors on va passer de l'institution publique au marché de l'art, puisque Christian Berst est galeriste. En général, c'est l'inverse. Oui, mais tu sais bien que j'aime bien être subversif. Donc, quelle est ta réaction à la lecture de ces lignes de Durozoy? En fait, il a essayé de traduire en langage intelligible et un peu moins teinté d'idéologie que pouvait l'être la définition de Dubuffet, cette notion d'art brut
en mettant l'accent néanmoins sur quelque chose qui a toujours été problématique, c'est-à-dire la notion d'exemption de culture, notamment de culture artistique. Parce que je crois que c'est certainement un idéal qui était motivé par une quête de l'artiste naturel. Et l'artiste, c'est une forme de ce que j'appelle le rousseauisme artistique. Y retrouver le bon sauvage parmi les artistes qui soient totalement intouchés par la société. Or, on voit bien que même dans des contrées très reculées, il y a des époques très reculées, n'importe qui a accès à une culture visuelle, même sommaire, à travers des représentations religieuses, par exemple, dans les églises. Donc, tout le monde a plus ou moins accès à des langages formels et à quoi, bon, on va peut-être pas avoir le temps de le développer, mais se superpose une autre couche qui est celle que spontanément, et peut-être tout à l'heure quand on va parler du dessin, on va pouvoir reparler de cet aspect des choses, il y a peut-être des notions un peu d'archétypes qui font surface, qui font que quelle que soit la culture, quel que soit l'arrière-plan du contexte, il y a un certain nombre de formes qui spontanément viennent à quelqu'un qui viendrait à s'exprimer sans filtre et sans tenir compte de dictates ou des mythologies collectives à l'intérieur desquelles il s'exprime. D'accord. Merci. On passe le micro à Roxana qui va nous dire, Roxana Azimi, une réaction à ces lignes de Gérard Durotois. Disons que je partage l'avis de Christophe et de Christian. D'ailleurs, je pense que l'exposition actuelle au LAM d'Aloïse montre bien ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création totalement, et pas quelque part de génération spontanée. Il n'y en a pas dans l'art contemporain, il n'y en a pas dans l'art brut non plus. C'est-à-dire toutes ces personnes ont été contaminées, si on veut, ouais. Ont été en tout cas, ont vu des choses. Je veux dire, Aloïse, d'abord, ce n'était pas du tout une personne analphabète, à l'abri de tout. Elle parlait plusieurs langues, elle a voyagé, donc de toute façon, elle a été au contact de beaucoup de cultures. Et ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que dans son asile, où il a été cloîtré pendant 40 ans, quelque chose comme ça, elle recevait, elle voyait des illustrations, elle recevait des journaux qu'elle utilisait, dont elle réutilisait des éléments dans ses œuvres. Donc ce ne sont pas des gens qui ne connaissent rien du monde. Ils sont peut-être dans leur propre monde, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas le monde. D'accord, merci. Pardon, Becca Hoffman, vous voulez prendre le micro et nous dire qu'est-ce que vous a inspiré les lignes de Durotois, les lignes que j'ai lues. Comment vous réagissez? Et donc, de la part des États-Unis, qui est un peu différent pour moi, je pense que ce terme de l'art brut, je le vois ici, je le vois la création, comme les trois ont discuté, mais je pense que c'est important de voir que aux États-Unis, c'était un peu plus grand d'un terme qu'on peut utiliser pour quantifier les mêmes styles de l'art. Mais je vois que, oui, partout dans la création de l'art, on voit que si on crée quelque chose et on est un artiste de l'art brut, on doit être un peu influencé par notre culture. C'est impossible, comme Roxana a dit, qu'on ne peut pas avoir une influence si c'est juste un magazine ou si c'est une conversation. On ne peut pas créer dans un milieu sans avoir quelques pensées des autres choses. On va passer le micro à Laurent Lebeau qui, à son tour, réagisse sur cette formulation. Je suis par nature assez rétif aux définitions qui essayent d'encercler une certaine forme d'art ou une certaine catégorie d'artistes. Donc, disons, par réflexe, j'ai envie de balayer d'un revers de la main et de dire on s'en fiche un petit peu de ces définitions-là.
étant moi-même venu d'ailleurs vers ces artistes-là sans savoir que c'était de l'art brut et en m'en fichant complètement. Simplement, je rejoins beaucoup, effectivement, pour avoir navigué dans ces eaux-là, avoir rencontré des œuvres d'artistes qui sont dans une catégorie d'art brut et d'autres qui ne le sont pas et qui pourtant sont tellement proches que effectivement il est un peu illusoire et même peut-être un peu dangereux dans une quête de la pureté artistique, de la créativité à son origine, de penser qu'un artiste puisse comme ça ex nihilo créer dans un environnement totalement acculturé. Je pense que ça c'est un peu illusoire, d'où la dangerosité peut-être de vouloir le définir de cette manière-là. Voilà, on pourra développer plus tard. Alors, précisément, comme vous êtes tous à peu près à nous dire qu'il est impensable d'imaginer que ces artistes-là soient hors de tout contexte culturel, on va s'intéresser à ce qui fait le sujet de cette rencontre, de ce débat, à savoir la place du dessin dans l'art brut. Parce que finalement, le dessin, c'est irrésistiblement un mode qui est basique, qui est fondateur de toute création. Je veux dire que c'est vraiment une forme qui est au fondement même de l'acte de création. Et est-ce que c'est justement pas en quoi on peut s'interroger sur la place du dessin dans cet art brut? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas une sorte de naturelle collusion, connexion en tout cas, entre le dessin et l'art brut? Donc je voudrais savoir qui est-ce qui veut répondre. Christian, tu réponds à cette question d'abord peut-être? Alors, après c'est elle, d'accord. Nous suivrons votre requête, cher ami. Non, mais je pense que ce qu'il y a de plus naturel, effectivement, c'est que chacun de nous, avec des aptitudes et des talents sûrement très divers, va être beaucoup moins inhibé si on lui demande de s'exprimer à travers des médiums aussi simples qu'une feuille de papier, un crayon, un stylo, ou voire une plume, que si on lui demande d'appréhender un bloc de marbre ou de faire de la peinture à l'huile. Il y a une immédiateté, il y a donc une qualité propre au dessin qui fait qu'il n'y a pratiquement pas d'inhibition. Tracer les signes, face de papier ou que ce soit dans le sable, puisqu'il y a des cultures qui tracent dans le sable ou sur des supports plus éphémères. Mais je pense que ce tracé, c'est-à-dire c'est un peu le vocabulaire le plus élémentaire qu'on puisse trouver. Donc c'est une forme de langage, c'est une manière de tracer un signe. Ceci dit, c'était probablement, j'imagine que ces premiers signes sont apparus au même moment où on a commencé aussi à créer des objets qui étaient des objets processuels ou d'intercession pour établir un lien entre soi et... Oui, une tentative d'explication, quoi. C'est-à-dire entre soi et un mystère. Et arriver à articuler ça, ça peut se faire à travers un objet qui, du coup, devient le réceptacle ou le symbole ou la passerelle entre sa communauté, son monde et un ailleurs. Et le dessin a évidemment cette immédiateté, cette capacité à absorber sans nécessiter un apprentissage a priori, etc. Chacun de nous, même au téléphone, on voit bien qu'on a la capacité, quand on lâche prise, de donner quelque chose sur ce type de support. C'est quelque chose qui fait que, à la fois par sa nature et souvent par son format, parce que c'est sauf exception, c'est rarement spectaculaire. Donc par son format, ça fait aussi que certainement celui qui s'attelle à ce type de tâche a une concentration qui est sans doute plus soutenue que quelqu'un qui s'attache à essayer de faire quelque chose en un très grand format, qui nécessite à un moment donné de prendre du recul, physiquement et symboliquement, donc au propre et au figuré, tandis que si on est sur une petite surface de papier, ce recul, on ne le prend plus, du coup, il y a une immersion, il y a quelque chose d'un peu plus étroitement lié entre le créateur et son œuvre.
Non, tu l'as dit, on va demander à Roxane, Non, mais le dessin, il a l'art brut, raison. même combat. Je sais pas s'il y a un combat dans cette histoire, mais... Non mais Christian a raison. Enfin, j'ai l'impression de dire à chaque fois Christian a raison. Mais en l'occurrence, il a raison. On couche plus facilement sur le papier, quel que soit son état, on couche plus facilement ses pensées, ses désirs, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans le dessin. Ceci étant dit, bon, l'art brut ne se limite pas au dessin et l'art brut ne se limite pas au dessin de petit format. Et ça, c'est ce que Christian n'a pas dit. Christian a dit qu'il se non, mais, limitait beaucoup. Oui, mais il parlait quand même de la question du recul, de la question de... Voilà. C'est rarement spectaculaire, mais bon, il y a après des œuvres... C'est pas pour revenir sur Louise, mais quand on voit le cloisonné de théâtre de 14 mètres, on peut pas dire que ça ne soit pas spectaculaire. Il est très cher. C'est une exception. Mais les Le Sage, je pense qu'il a... Bon, elle a raison de plus, mais c'est du dessin sur toile. Si on veut. C'est considéré quand même... Je sais pas si on le considère comme la peinture. Tellement fin qu'on se demande si c'est de la peinture. Bon. Je vous rappelle que chez Sac considérait faire de la peinture rustique moderne. Oui. N'oublions pas. Et l'autre chose, c'est que de toute façon, la feuille de papier, je pense que c'est aussi une question plus prosaïque de disponibilité. C'est ce qu'on a sous la main. Oui, et surtout dans des contextes asilaires, c'était quand même... il n'y avait pas des ateliers de peinture ou de sculpture comme il peut y en avoir maintenant dans certains centres américains. Voilà. Mais sinon, voilà, on travaille avec ce qu'on a sous la main. Et le dessin, c'est quand même ce qu'on peut avoir le plus facilement sous la main, que ce soit dans un contexte asilaire ou dans des périodes de guerre, où on voit aussi les artistes qui ne sont pas bruts, qui utilisaient principalement du dessin, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser d'autre chose. Tout à fait. Question économique, de contexte. Voilà. Contexte. Voilà. Vous vouliez dire un mot, Christophe? Enfin, plus qu'un mot, d'ailleurs. Oui, non, compléter un peu, je suis d'accord tout à fait avec ce qui a été dit là. En même temps, c'est intéressant parce que cette histoire de dessin, c'est aussi ce qu'on a conservé et c'est aussi ce qu'on est allé chercher. C'est-à-dire qu'il y a quand même une origine de l'art brut qui va se trouver dans l'histoire aussi, la psychiatrie, dans ces différents domaines proches, où on va apprendre le dessin, l'écrit comme objet d'étude. Et c'est ce qu'on va conserver. On voit par exemple que, je pense à la collection de Heidelberg qui conserve quelques photographies d'installation, on a d'autres modes. Peut-être que juste ça n'est pas vu. C'est documenté, quelquefois exceptionnellement, mais c'est moins vu que le dessin. Et puis il y a cette idée, peut-être, que reprendra Dubuffet à merveille, de cette origine de l'art, de cette, vous soulignez de façon très juste, cette première pulsion. C'est vrai que le dessin est très proche de ça, mais c'est aussi le dessin automatique et surréaliste. Donc il y a un peu une voie royale du dessin, je dirais, dans l'art brut, tout à fait passionnante. Mais c'est très bien toujours, c'est ce que nous apporte l'art brut, de l'articuler avec d'autres dimensions créatives. Et là, c'est vrai qu'on trouve des choses tout à fait surprenantes. Oui, pour réagir là-dessus, je pense qu'il y a probablement une proximité du dessin avec le langage, beaucoup plus que dans d'autres supports, avec une représentation ou l'image. Et en cela, il me semble qu'effectivement, il y a avec l'art brut quelque chose d'assez intéressant. C'est pas Christian qui pense dira le contraire là-dessus, sur l'affinité qu'il peut y avoir sur ce support-là, particulièrement, entre le langage et la représentation. Ce qui est très intéressant et qu'on voit moins dans d'autres supports. C'est un support beaucoup plus sensible, on voit, et puis ça dépasse même les bornes de l'art brut quand on parle du dessin. Donc cette proximité-là est assez intéressante et crée effectivement une fusion particulière entre l'art brut et le dessin, je pense, ce rapport au langage ou à cette expression particulière. Je suis totalement d'accord. Je pense que pour le dessin, pour l'art brut, c'est cette idée de élémental. C'est comme une base qu'on peut communiquer avec le monde, avec les dessins, avec les papiers, qu'on commence là-bas, qu'on trouve des papiers comme James Castle a trouvé pour faire des dessins, ou bien comme Aloïse a trouvé pour faire. C'est le
plus basique pour commencer, pour explorer. Une question que j'ai envie de vous poser à tout un chacun que vous êtes, c'est cette question, moi, qui m'a toujours un peu turlupiné, le rapport finalement de l'art brut à l'écriture même. Parce que c'est là où siège aussi le dessin, hein, graphique, que je sache si on va chercher des étymologies grecques. Je voudrais que vous m'en parliez de ça, parce que vous êtes beaucoup plus compétent que moi, donc je suis venu pour apprendre des choses et les partager avec le public. Donc par rapport à l'écriture même, qu'est-ce que vous diriez de cette relation quasiment consubstantielle entre art brut et dessin via écriture? Christian, Roxana, Christophe. Tout à l'heure, je le disais, bon, graphène, tu l'as souligné, l'étymologie signifie à la fois écrire et dessiner. Et c'est très intéressant d'ailleurs de mesurer qu'à l'époque des Grecs déjà, à qui on doit d'autres, j'aime bien le souligner, que la généalogie de la pensée qui nous a conduit à un moment donné, ou qui a amené Dubuffet et d'autres avant lui à considérer ses productions, parce que Dubuffet, ce qui se différencie des autres, c'est qu'il a opéré une sorte de cristallisation, il a nommé ce champ, qui était un peu improprement éparpillé entre l'art des fous, l'art des médiums, etc. Donc à un moment donné, il opère une forme de cristallisation. Cette pensée est revenue bien avant. Donc, pour revenir, donc, je ne vais pas reparler de la généalogie de cette histoire, mais pour revenir au graphène et à l'écrit, ça me semble assez naturel. Créer du signe, c'est probablement la première impulsion par laquelle on essaie d'ordonnancer le monde. On inventorie, on donne un nom, on tente de nommer, et en nommant les choses, on donne une réalité. De la même manière, créateur, on voit bien que, et c'est ce qui est fascinant, mais même, on retrouve maintenant chez beaucoup d'artistes contemporains qui ont utilisé le langage dans des œuvres plastiques de la même manière que pourrait le faire un artiste brut, où on a l'impression qu'il n'y a plus de frontières entre justement ces deux modes de graphène, où texte et image s'interpénètrent, les uns venant au secours de l'autre, et pratiquement sans transition. Et que tout ça se situe finalement sur le même plan et n'a pour autre vocation que d'essayer d'inventorier et de donner une colonne vertébrale à ce qu'on essaie de mettre en place. C'est créer du signe pour nommer le monde. Oui, je crois que ça reste encore une fois un sujet très, très, très vaste, hein, intéressant. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que si on revient à Dubuffet, ce qu'il va y chercher, lui, c'est là qu'il va chercher à la fois la source, parce que le dessin et l'écrit sont ensemble, il les considère non séparés en quelque sorte, et puis l'écart. Ce qui est intéressant avec Dubuffet, c'est la théorie de l'écart qu'il va construire à partir de là, par rapport aux normes culturelles, etc. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ces grandes libertés de langage qui vont être prises. Alors, il y a à la fois cette dimension vraiment immémorielle, c'est aussi le concetto spatial et oui, même avant, hein, la Renaissance, c'est-à-dire que là aussi on est très proche de l'écrit, on est très proche de l'idée, hein, c'est l'idée qui jaillit de toute façon. Après, il y a la dimension ici peut-être plus nouvelle pour nous du mot, comment le mot fait image, cette dimension idéographique. On va trouver des choses dans l'art brut tout à fait étonnantes. Donc on voit que ça ouvre cette porte-là. En même temps, j'ai l'impression que on peut quand même maintenant poser une histoire, une chronologie, une forme d'historiographie. Parce que par exemple, c'est écrire dans l'art brut que va choisir Dubuffet, ce que après Michel Thévaux appellera les écrits bruts, ça correspond à une époque aussi, qui est vraiment celle du support du papier écrit, etc. Et maintenant, ces formes, je suis sûr que les liens entre le dessin et le langage maintenant, qui passent par d'autres médiums, et nous demandent d'être tout à fait inventifs pour retrouver d'autres liens. C'est un moment historique finalement aussi. Enfin, moi, je travaille pas mal sur les écrits bruts, donc c'est ce que je ressens. Mais quand vous parliez là de Thévaux et des écrits bruts, est-ce que ça participe pas non plus d'une période qui était une période de déchiffrement en quelque sorte de l'art brut, qui n'était pas encore complètement décortiqué. Il n'y avait pas encore eu tout ce travail qui a été fait depuis. Il y a ça, il y a une part idéologique de construction d'une contre-culture, il y a effectivement
beaucoup d'éléments. Il y a des traces chez Thévaux, du structuralisme, enfin, il y a plein de choses. Bien sûr. Derrière, il y a des combats philosophiques autour de cette idée-là. On voit maintenant, par exemple, que pour l'art brut, on va plus se référer à des philosophes comme Maldinet, par exemple, qu'à une époque à d'autres, à Jacques Lacan pour la psychanalyse, enfin, et d'autres encore, d'autres philosophes. Mais c'est vrai que, pardon, pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, il a tout à fait raison. En plus, je veux dire, la manière dont l'un et l'autre ont été traités au sein, parmi même ceux qui étaient les turiféraires et les défenseurs de l'art brut, pour la majeure partie d'entre eux, ils faisaient radicalement la distinction entre ce qui relevait de l'écrit brut et ce qui était une œuvre plastique. Et aujourd'hui encore, on rencontre des tas de gens qui estiment que l'écriture ou l'invention langagière ne peut pas être considérée comme une œuvre plastique. Et donc, ça veut dire que le curseur, quand même, quelque part, il le place entre deux modes d'expression. Personnellement, moi je le place plus parce que j'ai l'impression qu'effectivement les deux se confondent et je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée du graphène. Mais alors, Roxana, quand l'art brut fait image, et qu'il ne s'appuie plus sur l'écriture seulement, est-ce qu'on est encore pleinement dans l'art brut ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui s'apparenterait à un art naïf, par exemple? Là, en termes de représentation. Oui, mais je vois pas trop pourquoi on basculerait dans l'art naïf, parce que l'art brut ferait image. C'est-à-dire, ça vaut pour tout. Alors, dès qu'une chose fait image, on bascule dans quelque chose de plus... Non, parce qu'on est dans une iconographie qui est plus simplifiée, qui est plus rudimentaire, je dirais même. Je suis pas convaincue de ça. Hein. Non. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas convaincue que parce que on se limiterait juste à une iconographie, qu'il n'y aurait pas du tout de signes, ça ne serait plus signifiant. Je ne suis pas convaincue de ça. J'ai pas dit plus signifiant, j'ai dit plus rudimentaire. C'était pas loin quand même. Ah non, les rudiments c'est beaucoup plus signifiant parfois que tout le bavardage qui est autour. Je sais pas, je ferai pas ce type de glissement. Je sais pas si vous êtes favorable. Voilà. Moi, c'est pareil. Je pense pas du tout. Non. Je pense pas qu'on peut créer quelque chose comme un terme, juste qu'on a une image, que ça devient quelque chose de différent. Parce qu'on a un langage au même moment avec les images qui pourraient être art brut, mais pas nécessairement art naïf. Et donc, je ne pense pas qu'on peut créer cette boîte si spécifique pour ce type d'art. Mais aux États-Unis, si j'ai bien compris, on ne parle pas tellement d'art brut, on parle d'outsider, non? Oui. Jetons l'huile sur le feu. C'est le poison des définitions. Mais absolument, oui. Oui. Et donc, pour moi, oui. Je dis que l'art outsider, c'est comme un parapluie pour beaucoup des titres et des définitions ici et des titres de l'art. Mais oui, c'est un peu différent, mais peut-être aujourd'hui on ne parle pas aussi beaucoup de ça parce que on parle de le dessin ici. Mais oui, je pense qu'on a un type de l'art brut ici, on a l'outsider et les self-taught et tous les autres noms. Et ça, c'est pourquoi je dis c'est comme un parapluie parce que on peut utiliser des autres termes. Je voulais réagir à son bouquet, Christian, quand j'ai dit outsider. Je ne sais pas, c'est une qualification qui... Je sais pas, on a entendu, oui, quelque chose. Mais non, je veux dire, oui, effectivement, je pense que... Mais, bon, mettons ça sur le compte. Il faut un peu retracer les choses pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là. Je crois que en 78, pas 78, mais enfin dans les années 60, c'était quelle année ce Cardinal 72. Quand il a écrit son livre sur l'art brut, le premier livre d'importance sur l'art brut, qui était d'ailleurs le fruit d'une correspondance avec Dubuffet, etc., Quand il a écrit cet ouvrage, son éditrice lui a demandé de changer le titre parce que vraiment, ça ne se vendrait jamais si ça s'appelait l'art brut. Et en fait, effectivement, au départ, Outsider Art était pensé comme étant provisoirement une sorte d'équivalence de l'art brut. Donc Outsider Art, c'était une équivalence, point.
Simplement, pour exactement les mêmes raisons que l'éditrice lui avait demandé de changer le titre, c'est-à-dire pour sa capacité de pénétration dans le marché, ce mot s'est imposé et a recouvert une réalité qui était bien plus vaste que simplement les œuvres d'art brut. Voilà. Et donc, comme ce marché s'est imposé dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux États-Unis bien avant de le faire chez nous, puisque chez nous il y avait pour ainsi dire pas de marchands, donc ce marché est né là-bas. Donc c'est un terme qui s'est imposé dans le marché, mais qui effectivement conceptuellement, Becca parle d'un parapluie, moi j'aime mieux quand il fait beau. Peut-être un parasol. Moi la formule que j'emploie souvent, c'est de dire effectivement, donc par la force du marché, l'outsider art est devenu une galaxie, mais il ne faudrait pas oublier que l'art brut en reste le soleil, sans quoi il n'y aurait pas de vie. Et cette pensée de l'art brut est une pensée qui a permis de faire germer et d'agréger, de faire porter par le marché quantité d'œuvres qui sont souvent assez éloignées de l'idée de l'art brut, dans le sens où ce sont des semi-professionnels, des gens qui sont très actifs dans les réseaux, etc., qui ne sont pas exactement à l'image d'un Wölfli, d'un Carlo, d'une Aloïse, etc. On en est assez loin par moment. Ajouté au fait que l'histoire particulière des États-Unis fait que ce terme parapluie, comme tu dis, ou parasol, selon les saisons, agrège bien d'autres choses que simplement l'art brut. Il y avait une tradition bien avant la notion d'art brut, il y avait une notion de folk art, qui était assez impropre dans la plupart des cas aussi, puisque comme chez nous, tout ce qu'on ne savait pas classer jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, c'était de l'art naïf. Jusqu'à l'avènement de l'art brut, sauf si les personnes étaient internées, et auquel cas c'était de l'art des fous. Mais quand ils n'étaient pas internés, c'était de l'art naïf, on ne savait pas où le mettre, et c'est le cas de Séraphine de Senlis, par exemple, ou de Primitif. Voilà. Il y avait des primitifs. Ouais. Et aux États-Unis, ce terme qui était excessivement accueillant, c'était le folk. Mais le folk, on s'aperçoit aussi qu'en y regardant de près, il y avait là des productions qui relèveraient aujourd'hui, avec les grises analystes d'aujourd'hui, qui relevaient de l'art brut et pas du tout du folk, puisque l'art populaire supposerait qu'il y ait une tradition, qu'il y ait une sorte de passation, de filiation, ce qui est évidemment moins le cas avec l'art brut, puisque c'est l'expression plutôt, comme j'ai coutume de le dire, de mythologie individuelle plutôt que de mythologie collective. Mythologie quotidienne, peut-être même. Pardon. Oui, je veux pas. Moi, je suis à la fois d'accord, mais j'aurais peut-être une vision moins héliocentrée de l'art brut, même si pour nous, l'art brut est un terme, enfin, pour nous, c'est là où je travaille, important, parce que clairement, on a une donation d'art brut de la part de la Racine, qu'on étudie de façon transversale. Et d'ailleurs, une des solutions très rapidement a été dans le parcours d'exposition, s'il s'agissait à un moment d'une d'évocation d'un art intemporel, ce que je ne crois pas du tout, mais c'est un peu ce qui était posé, en dehors de la culture, etc., on a montré que son histoire, par contre, s'inscrivait dans la culture, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas très clairement dans l'époque. La notion de culture et art, c'est aussi assez complexe, et on pourrait revenir là-dessus, sur l'exception de la règle et tout ça, ça c'est quand même important. Bon, en tout cas, ça s'inscrivait. On voit bien qu'on a des objets en plastique, par exemple, avec Robillard, qu'on n'aura pas au début du siècle. Donc ça, au niveau de la culture matérielle, c'est important. Maintenant, si c'est vrai que... Et moi, j'ai une passion pour cette histoire de l'art brut, de façon très ouverte et dans ses sources, comme ça, historiques. C'est vrai qu'à Outsider, moi, ce que je trouve intéressant dans cette notion, peut-être devenu trop large, enfin complexe, peut-être qu'il était... Oui, c'est pas la seule. Oui, d'accord. C'est qu'elle est, en quelque sorte, elle vient interroger la notion d'art brut parce qu'elle prend l'art brut, ça oblige l'art brut à se revivifier parce qu'elle le prend à rebours, en quelque sorte. Parce que, pour Dubuffet, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais il s'agissait quand même d'une sortie des avant-gardes, d'une sortie de la culture, d'une sortie d'un contexte. L'outsider, c'est pas du tout pareil. C'est aller chercher les marges, c'est le terme même dans les marges pour ramener les gens. On voit que c'est ce qui se passe avec Berger, par exemple. C'est inverse. Alors, c'est pas complètement inverse, mais c'est quand même cette dimension-là. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant parce que
C'est normal qu'à ce moment-là, l'art brut devienne un département de l'outsider, mais en vérité, il y a là une sorte de question qui est posée à l'art en général, qui est très vivifiante, je trouve. Quelquefois, il ne faut pas trop essayer de la théoriser ou s'enfermer dans des catégories, des labels, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu aussi ce passage par l'outsider que ici aussi, et pour beaucoup d'autres raisons, ces discussions sur l'art brut ont rejailli et font dispute. Je trouve de façon très intéressante, d'ailleurs, beaucoup comme ça. Eh bien, parce que ça a tellement ouvert qu'effectivement, il fallait aller rechercher des définitions. Et ça nous a contraint à préciser le champ. Oui. Et puis aussi des exemples culturels. Parce qu'il y a quand même dans l'outsider art des gens qui sont vraiment, effectivement, on va dire, très, très en marge, ou qui ont une expression, je pense à Frank Jones, par exemple, qu'on peut vraiment qualifier, je pense, de brut par ailleurs. Et en même temps, bon, c'est tout à fait cultivé, donc ça n'enlève pas, bref. Mais lui, par exemple, ça va être un mélange de cultures liées au vaudou, spirit, d'influence indienne. Et là, justement, c'est par ce champ culturel dont Frank Jones fait quelque chose de très, très particulier, qu'on va pouvoir, si on le souhaite aussi, regarder des productions ici, historiques de l'art brut, différemment. Non, c'est très bien. Au LAM, je suis en train de penser à une chose, c'est qu'au LAM, vous avez résolu un problème, c'est l'inscription de l'art brut dans une organisation muséographique qui fait que vous avez en quelque sorte un département d'art brut. C'est un peu comme ça qu'on peut en parler, ou c'est comme ça. Et je m'interroge, comment un autre musée qui n'aurait pas une telle spécification pourrait où ranger l'art brut? Est-ce qu'il faudrait le mettre dans le département des peintures ou dans le département du cabinet d'art graphique? J'espère qu'on ne le range pas trop quand même. Non, mais vous savez que mieux que moi, que les gens de musée sont des gens ordonnés. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, c'est aussi des lieux d'expérimentation. C'est à souhaiter. Le musée actuel, c'est aussi ce... Bien sûr. C'est plutôt l'inverse. Il s'agissait, avec l'arrivée de l'art brut au musée, de revoir nos catégories et de voilà la notion d'artiste. Enfin beaucoup. Ça a amené beaucoup de désordre et ça reste. Simplement, l'idée, c'était de sortir d'une confrontation binaire. On parle de ça, art brut, art culturel, qui était mortifère. Après, chacun fait ou prend une direction. Et elles sont différentes, mais elles sont recevables. Le musée, c'en est une. Il y en a d'autres très très intéressantes. Mais bon, voilà, là, ça a été effectivement par la confrontation, mais vous savez, par exemple, il y a une décision stratégique, je dirais. Au LAM, quand la collection est arrivée en 1997, on a décidé de ne plus parler de créateurs, comme on voit dans le texte de Gérard Durozoy, mais d'artistes. Sciemment, volontairement, tout de suite. Ça a été très compliqué avec le donateur, très proche de Jean Dubuffet, qui n'acceptait pas qu'on utilise ce terme. Pour nous, simplement, on l'a utilisé... C'était pas, on n'était pas forcément ravis, on se posait des questions sur le terme même d'artiste. C'était pas pour ranger l'art brut dans l'art contemporain et l'art moderne, mais c'était parce qu'on ne voulait pas avoir deux niveaux dans un musée. C'est-à-dire qu'on avait tout d'un coup les œuvres modernes, Picasso, Braque, les artistes, et puis les créateurs à côté. On trouvait ça très dangereux. On peut très vite comme ça arriver à la collection d'études ou une sorte de hiérarchie dont on voulait surtout pas. Voilà, donc c'est pour ça, par exemple... Alors c'est ça qui compte, c'est pas tant le fait de redonner les noms, par exemple. Alors c'est toute la complexité, il y a les ayants droit viennent, etc. Enfin, c'est tous... c'est le rôle d'une collection publique. Enfin, voilà. Roxana, tu voulais intervenir? Oui, parce que quand tu disais où est-ce que les autres musées les rangeraient, tout simplement, ils ne les rangent pas, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, ou quand ils en ont, ils les envoient ailleurs. Quand ils ne mettent pas en réserve, et quand ils envoient ailleurs, ils montrent en bloc séparés. C'est-à-dire ils associent, je veux dire, la collection Cordier, de mon souvenir, je ne pense pas qu'au musée des abattoirs, initialement c'était quand même au centre Pompidou, au musée des abattoirs, ils aient fait des confrontations avec d'autres pans. Non, ils présentent isolément la collection Toujours Cordier. isolément, donc c'est même pas une question de département peinture, sculpture, dessin, c'est une question... Art brut, c'est comme si c'était un département à lui tout seul. Oui. Oui, il y en a assez peu, mais il y en a quand même. Laurent, c'est un peu le... Moins que la légende
Moins que la légende, mais comme il n'y en a tellement pas ailleurs que ça fait beaucoup. Christian Berthe, le correcteur Il de y en a quand l'histoire même, et de l'art. surtout qu'il n'y en a tellement pas ailleurs que forcément ça nous semble beaucoup. Mais c'est drôle, ces discussions effectivement qu'on peut se poser dans un musée, dans une institution, et qu'en tant qu'amateur, je me suis absolument jamais posé. Je vis avec de l'art brut et je fais des passerelles dans tous les sens sans avoir d'ailleurs l'impression de les faire et ça vient tout à fait naturellement. Et les privés sont souvent en avance sur les institutions. je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est vrai que... dans leurs achats, parfois. On voit, on peut aujourd'hui... en fait, on parlait de Cordier. En fait, il y a comme une famille. J'appellerais ça une famille autour de l'art brut, qui est assez intéressante, avec des familiarités, des porosités plastiques qu'on peut revoir, qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Et moi qui suis malade depuis à peu près 20 ans, je tourne autour de ça sans vraiment le savoir. Et en fait, des artistes qui ne sont pas des artistes d'art brut, que ce soit Tinguely, que ce soit Annette Messager, que ce soit Macréo, que ce soit... pardon, Niki, sont des artistes qui aussi m'ont amené, ou alors effectivement Daniel Cordier, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et donc en fait... Nado, Rekicho, tous ces artistes-là font que tout d'un coup, naturellement, finalement, on arrive, sans savoir que c'est de l'art brut. Moi, mes premières œuvres d'art brut, donc j'ai la chance de rencontrer Christian, je les ai acquises sans savoir que c'était de l'art brut. Et puis on y vient et on comprend ça après. Et évidemment, on creuse, on fouille, on y va à la machette. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout ça prend corps. Et par exemple, moi j'aime beaucoup le travail sur les matières, j'aime beaucoup la problématique de l'art et de l'objet. Et alors là, dans l'art brut, on est servi. C'est quand même... bon, on n'est plus dans le dessin là, mais on est vraiment servi. J'ai toujours beaucoup aimé le travail autour du tissu d'Annette Messager, autour du tissu de Gérard Deschamps, et puis alors évidemment quand j'arrive devant une œuvre de Tassini ou que je vois les œuvres de Judith Scott, franchement je m'en fiche complètement de savoir si c'est art brut. Exactement, je suis juste émerveillé. Il y a une familiarité. Il y a une familiarité. Et cette famille-là, moi je vis avec depuis 20 ans. Et effectivement, j'aimerais bien, quand je vais voir des expositions, des institutions, pouvoir retrouver ces ponts, ces liens. Et non, effectivement, je suis allé là, je l'ai vu, mais c'est des rares endroits, c'est encore trop rare, parce que ça ouvre des mondes incroyables. Moi, et notamment grâce à l'art brut, ces familles-là, ces galaxies, ça ouvre des mondes absolument incroyables. D'une, je pense que tu vas être exaucé dans les années qui viennent, on va rencontrer ça de plus en plus souvent, oui, parce que c'est un excellent moyen aussi pour le monde de l'art de régénérer un petit peu ses modes de représentation et les passerelles et les ponts qui bâtissent. Et ensuite, ce qui est intéressant dans les artistes que tu as cités, qui t'ont en quelque sorte presque préparé à découvrir l'art brut, beaucoup d'entre eux soit le collectionnaient, soit disaient que dans leur travail d'artiste, ils en étaient débiteurs. Ils en étaient les débiteurs de cette histoire d'art brut. Annette Messager l'a dit très ouvertement. Niki de Saint-Phal et Tinguely étaient collectionneurs et l'ont très ouvertement dit. Tinguely, sans les machines d'Heinrich Anton Müller, ne serait pas le Tinguely qu'on connaît peut-être. Voilà. Oui, c'est très important. Donc c'est intéressant de voir que tu vois, c'est par cette voie-là que tu y es arrivé. Et ce sont justement des artistes qui étaient des grands débiteurs, mais qui, eux, ont au moins eu l'élégance de le reconnaître, contrairement à beaucoup d'autres. De l'influence de l'art brut sur l'art contemporain, vous vouliez dire, C'est un Christophe? fantastique ouvroir pour l'art contemporain, mais pour l'art moderne aussi. Je pense, parce qu'on parle de Heinrich Anton Müller, de Tinguely, ça me fait penser à la Suisse alémanique, l'autre foyer de l'art brut. Le terme n'était pas utilisé. Mais c'est Harald Zeman, c'est El Casperi avec Wolfli, grande ouverture d'esprit, il y a la figure de Paul Klee qui est derrière, par exemple. Est-ce que l'art conceptuel n'aurait pas eu une incidence dans le réveil de notre regard sur l'art brut?
C'est une thèse qui se défend. Je veux dire, c'est probablement l'histoire de l'art récente du XXe siècle qui nous a préparé aussi à être capable de voir l'art brut dans tout son spectre formel. C'est-à-dire que, effectivement, pour tout un tas de raisons qui tenaient parfois plus de l'idéologie, on avait un peu le sentiment que Dubuffet et CCI d'essayer de le retenir dans un spectre formel bien déterminé, plutôt figuratif, parce que, de façon manifeste, il s'opposait à l'art dominant de l'époque qui était quand même majoritairement abstrait. Bon, ça, c'est ce que j'appelle la part un peu idéologique du truc. Mais au-delà de ça, c'est quand même, je pense que l'histoire de l'art dans son ensemble, et notamment l'art du XXe siècle, de la modernité, c'est-à-dire penser la modernité, nous a préparé à effectivement non seulement à voir l'art brut, mais le voir dans toutes ses facettes. Et c'est pourquoi on est aujourd'hui amené, maintenant aussi peut-être un peu débarrassé de la lourde tutelle de Dubuffet, je veux dire, tout en lui reconnaissant les mérites qui sont les siens, mais en même temps de s'affranchir un peu de cette tutelle et de revendiquer un droit d'inventaire, être capable de voir qu'il y a des formes d'expression qui relèvent de ce champ-là et qui sont plutôt de l'ordre du paradigme, de l'invention de mondes, de mythologies qui se déploient, qui ont tout à voir avec des artistes très systémiques. Oui, et pour en revenir pour en au dessin, ou au rapport au dessin, tout ce qu'il en est du structuralisme et du rapport au langage. Oui, absolument, bien sûr. Bien sûr. Il y a là des passerelles évidentes, et je pense que dans les temps qui viennent, on va pouvoir les faire, et ça va devenir tout à fait passionnant. C'est évident. Alors, pour peut-être... oui. Si, vous vouliez dire une chose, Christophe? Non, pas du tout. Non, mais vous intervenez pas beaucoup. Vous êtes là pour intervenir. On va être dans des temps où on redécouvre aussi l'expérience vécue, l'importance de l'expérience vécue. On parle de mythologie individuelle, de ces éléments-là. Vous voulez dire ce qui est de l'ordre d'une incarnation? Du sens, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre d'un sens incarné. On revient plus à la phénoménologie maintenant qu'on est vraiment sorti du structuralisme. Et c'est ces expériences individuelles par lesquelles on va vraiment, qui sont exemplaires dans l'art brut, qui vont nous permettre d'ouvrir de nouveaux champs. Et je pense dans lesquels ces artistes contemporains se retrouvent et voient tout à fait là. Est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que les décennies précédentes ont traversé par rapport à la consommation, un contrepoint de cela? Non, c'était pas sur ce plan-là. C'était sur le rapport à la connaissance et à l'expérience artistique. Non, d'accord. Non, pas directement. Non. Ça, c'est encore un autre angle. D'accord. Non, c'était sur non pas réfléchir forcément par la structure et l'ensemble, mais par l'individualité, par la singularité. L'identité. Ouais. D'accord. Alors, je voudrais pour, disons, achever et peut-être après laisser la salle intervenir si elle le souhaite, juste qu'on consacre un petit moment comme ça à cette question de l'intégration dans le marché de l'art. C'était d'ailleurs dans le texte de Durozoy, parce que c'est quand même un événement. Il faut bien dire que c'est un événement, c'est de l'ordre de l'événement. Bon, tu as créé cette galerie, Christian, il y a 10 ans aujourd'hui. Roxana sort un ouvrage qui s'appelle La folie de l'art brut. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, c'est très clair. Mais le titre, je voudrais qu'elle m'en dise plus. Où est-ce qu'elle est, cette folie? Est-ce qu'il s'agit de la folie interne à l'art brut? Non, ou est-ce que c'est la folie autour de l'art brut? C'est ce que j'ai bien compris, c'est la folie autour de l'art brut. Sachant qu'elle travaille humaine. C'est comment aujourd'hui on se pique d'art brut aussi, où le marché se pique d'art brut, voilà, avec toutes les dérives que ça suppose. Avec tout l'aspect positif aussi que ça suppose, mais aussi tous les excès que ça risque de supposer, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais quelle analyse que tu fais là-dessus par rapport à ceux qui n'ont pas lu ce livre? C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse à ce point à l'art brut? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse? Et qu'on s'y intéresse notamment sous l'angle du marché, qu'on s'y intéresse sous le blanc de la création, ça s'entend, et Christian en a parlé. Et on a besoin de ressourcer un art qui est peut-être un peu essoufflé. Se ressourcer soi-même peut-être aussi. Voilà,
Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on sent un emballement aussi du côté du marché. Un emballement qui est quand même encore... C'est-à-dire, nous, on a des effets de loupe. Hein. C'est un emballement, on n'est pas du tout dans Jeff Koons. Faut quand même remettre les choses à son échelle. Hein. Les expos d'art brut ne font pas le chiffre de fréquentation. Non seulement les expos d'art brut, mais c'est... Oui, les œuvres surtout. Et quelles sont les réponses que tu apportes pourquoi est-ce à que ces le marché... questions? Parce qu'en fait, tu sais, les sourciers du monde de l'art ont toujours besoin régulièrement de nourrir. Parce que le marché, c'est une bête affamée, hein, qui a toujours besoin de nouveautés, qui a toujours besoin de nouvelles niches. Et je pense que le marché peut considérer l'art brut comme une niche, avec tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans ce mot niche. Ça veut dire, Becca, que la galerie que vous dirigez, elle a été créée pour essayer de capter cette niche. D'abord, la galerie ne date pas d'hier. Hein. Non. C'est quand même une différence. Oui. Et donc, ce n'était pas juste créé pour ça, mais je le vois un peu quand même, mais je vois que dans les années précédentes, je pense que l'intérêt de le monde de l'art contemporain, c'est qu'on cherche quelque chose qui est réel, qui est juste, qu'on peut connecter avec, qu'on est fini avec toutes les choses qu'on voit tout le temps, qui est la même. Et je pense qu'avec les expos comme le Biennale de Venise, on voit que les gens apprécient l'art brut un peu plus. Notre galerie a exposé à Art Basel Miami Beach l'année dernière avec des œuvres de Henry Darger et Marcel Storr. Et je pense que des côtés comme ça, on ouvre les portes pour avoir une discussion entre les deux types, si on voudrait dire comme ça. Christian, quand tu as créé la galerie, tu t'es dit il y a une niche terrible à saisir. C'est exactement ça. C'est terrifiant parce que c'est à peu près le sujet qui m'intéresse le moins. Mais je suis quand même marchand, donc... Et tu as ouvert une autre galerie à New York. Oui. J'ai ouvert une autre galerie à New York. C'est la pieuvre. Elle n'a que deux tentacules. Ah oui, elle n'a que deux tentacules. Mais non, moi je perçois les choses de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois... Il faut être conséquent. On ne peut pas s'être battu pendant des années pour amener cet art à la reconnaissance à la fois du public, du monde de l'art, de la culture, et donc à permettre de le conserver, qu'il soit étudié, qu'il engage un nouveau dialogue et qu'il nous permet peut-être de tracer de nouvelles perspectives. Et en même temps, quand ce moment arrive, être fâché du fait qu'on a provoqué du désir, et que ce désir se traduit par qui dit désirabilité, dit augmentation des prix. Mais comme le soulignait Roxana... Il ne faut pas que ce soit une tocade, le désir. C'est ça la question. Probablement le désir est un toc. De toute façon, il y a probablement un petit effet de mode en ce moment. Il y a un petit effet de mode qui va retomber. Formidable. Oui, non, qui va retomber. Effet de mode, mais pas. Tu dirais que c'est plus un effet de mode qu'un effet d'époque. Moi, j'aime opposer les deux. L'effet d'époque m'intéressant éminemment plus. Il y a un peu des deux. En revanche, pour ce qui concerne l'art brut, ce qui sera peut-être l'un de ses handicaps, c'est que ça nécessite une vraie connaissance. Ça, c'est un handicap. C'est-à-dire qu'on peut collectionner l'art brut sans rien connaître, c'est formidable, et ne s'attacher effectivement que à la beauté formelle, à l'esthétique et à l'émotion. En revanche, c'est vrai que probablement pour son étude, il y a toute une génération de conservateurs, d'historiens de l'art, j'en rencontre beaucoup, qui sont perdus. Ils sont perdus pour l'art brut, parce que s'ils n'ont pas la curiosité individuellement d'aller chercher l'information, on ne leur enseigne pas à l'école du Louvre, ou très rarement. Donc, je veux dire par là que les instances de légitimation et qui peuvent porter au-delà du marché l'art brut pour que ça aille un peu plus loin effectivement que la tocade, pour l'instant ces instances ne sont pas véritablement en place. Donc c'est pour ça que je pondérerais un petit peu, donc tout le monde s'emballe, c'est formidable.
on verra dans quelques années. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a des stars qui vont continuer, mais pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à augmenter en prix. C'est-à-dire que ce seront les arbres qui cacheront la forêt, que ce soit Darger, Ramirez ou d'autres. Oui, enfin le sage, c'est un one-shot pour le moment. Et encore, Si tu parles de... compare avec les artistes contemporains, c'est quand même... Oui, non mais en fait, le directeur historique de la collection de Lausanne a été interrogé sur le même sujet il y a peu de temps. Et ce qui était amusant, c'est qu'il a répété, parce que je me souviens très bien que dans les années 90, il avait déjà donné un entretien où la journaliste lui posait la même question à propos des prix. Parce que déjà à l'époque, les journalistes fantasmaient sur les hyperboles qui étaient en train d'atteindre l'art brut, qui était une vaste blague, puisque ça ne valait rien. Et donc Thévaux avait répondu exactement la même chose à 25 ans de distance. Il disait oui, c'est scandaleux, c'est scandaleusement bas par rapport à l'art contemporain. Voilà. Et en fait, je pense à peu près comme lui. Donc finalement, on s'agite beaucoup sur les prix. Certes, Darger a atteint 600 000 euros. Bon. C'est très peu par rapport à Jeff Koons. C'est pas grand-chose pour une figure aussi importante que Darger. Quand on pense qu'une œuvre comme celle de Wölfli, que Breton considérait comme un des 3 plus grands artistes du XXe siècle, vous avez une œuvre muséale de Wölfli pour 100 000 euros. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup d'œuvres qui datent de l'époque cubiste que vous puissiez avoir, d'œuvres majeures, j'entends, muséales, pour 100 000 euros? Ça n'existe pas. Donc, il faut ramener les choses, comparaison n'est pas raison, mais enfin c'est important aussi quand même de savoir de quoi on parle, et donc je ne crois pas que ce soit le sujet le plus passionnant du moment. Vraiment. Je vais interroger le collectionneur qui est à côté de moi par rapport à la façon dont précisément vous constituez ce noyau d'art brut au sein de votre collection d'art contemporain, si j'ai bien compris. Comment vous procédez? De manière totalement désorganisée, et véritablement désorganisée. C'est des rencontres en fait, c'est des rencontres. Je ne procède que par rencontre, n'achetant jamais en vente publique. D'accord. Je trouve que c'est un achat un peu désincarné, un peu clinique, un peu froid. Donc en fait, c'est des rencontres. Effectivement, Cordier ou ses affidés ou des gens qui je pense que c'est des hasards, c'est des rencontres, et puis après, c'est une démarche très... Enfin, on va pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais c'est une démarche très personnelle et totalement égoïste, une collection. Hein, donc, c'est une construction, c'est quelque chose qui est très intérieur. Et effectivement, j'ai commencé à acheter de l'art brut il y a très très longtemps sans vraiment savoir ce que c'était, parce que c'était en affinité, parce que avec ce que j'aimais et certains artistes que j'ai collectionnés très très tôt, comme Macréo par exemple, ou bon, voilà. Et franchement, j'y suis venu par hasard. Moi aussi, je suis assez mal à l'aise avec ces histoires de marché. Même j'en ai parfois un peu la nausée, parce que notamment, c'est un peu con de dire ça dans une foire, mais cette multiplication des foires, effectivement, le marché demande énormément que des mouvements soient marketés pour effectivement être... et ça va de plus en plus vite, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus ces mouvements-là, sur des périodes très, très courtes. Vous allez avoir des poussées du marché. Je ne vais pas jouer à l'hypocrite, on est toujours très content quand on a acheté des œuvres très tôt, qu'elles prennent de la valeur. Ce serait ridicule de dire le contraire, personne ne croirait. En revanche, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me détourner de la lumière pour continuer mon chemin un peu à l'ombre. Voilà, c'est toujours ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis très content d'être là parce que c'est une discussion de qualité, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais voilà. Donc je procède de manière sincèrement désorganisée, sans jamais vouloir intellectualiser mon approche, ni même la conceptualiser. J'ai aucune direction artistique, si ce n'est, comme je l'appelle, ma maladie depuis 20 ans.
et je compte la continuer et pas me soigner pendant encore 20 ans. Mais voilà, et c'est des rencontres. Quand j'ai commencé à collectionner des artistes alors qui sont aussi dans une galaxie qui est pas loin, comme Boisbré, qui est pas de l'art brut, mais qui est clairement, qui me touche énormément pour des raisons très proches de ce que peut me toucher. Voilà. Et ben c'est parce que je rencontre un type qui s'appelle André Magnien, qui est un type formidable, et avec qui effectivement j'ai fait un voyage. Ça fait 5 ou 7 ans qu'on fait un voyage ensemble qui est extraordinaire. Et j'ai besoin de ces guides-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est de l'art brut, c'est de l'art contemporain, c'est de l'art primitif, franchement... C'est le voyage qui compte. Voilà. Maintenant, quand je découvre après ce qu'est l'art brut, grâce à des gens comme Christian ou d'autres, c'est passionnant intellectuellement. Mais c'est presque parallèle à l'acte de collectionner et d'acheter. C'est ce qui voilà, c'est quelque chose qui vient presque après. Becca, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je n'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant, juste nous parler de la galerie. Il y a combien de temps donc exactement qu'elle a été créée, la galerie? Oui, la galerie a été créée en 2001. Et donc, dans quel contexte? Et donc Andrew était, avant qu'il était un galeriste, il a travaillé dans les affaires de sa famille, et il avait un oncle qui était un artiste outsider, et donc il a commencé à parler aux galeristes pour aider son oncle. Il avait ce moment de « oui, j'aime ça, je voudrais bien changer ma vie », et donc il a ouvert sa galerie dans 2001. Et après, en 2012, il a acheté le Outsider Art Fair. Et donc, on fait l'Outsider Art Fair à New York et à Paris. Et cette année va être notre 3e année à Paris pour la foire. Et donc, aussi que Christian a 2 choses à faire, on a 2 choses à faire. On organise une foire de 50 galeries à New York et de 25 galeries ici. Et donc, pour la galerie d'Andrew, on avait le state d'Argueur pour des années et des années. Maintenant, on montre les œuvres de Marcel Storr. On a fait la première exposition aux États-Unis l'année dernière. Et on continue à prendre des artistes de l'Europe aux États-Unis et l'envers, et on va voir ce qui se passait dans les années qui viennent. D'accord. Christian, pourquoi tu es allé ouvrir une galerie à New York, toi? Déjà parce que j'ai un amour particulier pour New York, mais tous les Parisiens aiment New York, et en règle générale, tous les New-Yorkais aiment Paris. C'est pas très original. Mais au-delà de ça, parce que aussi il me semblait que justement, à la fois, on sentait bien que par le fait, et là je rejoins effectivement Christophe, parce que c'est peut-être que effectivement ça nous a un peu aiguillonné cette histoire d'Outsider Art, et qui nous a permis de repréciser un petit peu le champ à l'intérieur duquel on avait envie ou on pensait opérer. Et donc en allant à New York et en défendant une ligne qui est plus pointue, plus... Aller faire de la résistance? C'est pas de la résistance, non. Parce que, en fait, là où j'ai été très tôt frappé en discutant avec des intellectuels, que ce soit des philosophes, des historiens de l'art, etc., les gens ne sont pas à l'aise avec, un certain nombre de personnes ne sont pas à l'aise avec la notion d'outsider art à partir du moment où on dit que le principal critère, c'est qu'il soit self-taught, autodidacte. Donc, puisque dans ce cas, il faudrait intégrer tous les autodidactes de l'art contemporain. Or, ce ne sont pas des outsiders, que je sache. Donc, on voit bien que ce critère ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a un autre critère, et qui, lui, n'est pas énoncé, et qui est un critère qui repose sur un spectre formel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit outsider. Pour être outsider, il faut être self-taught et art brut-like. Voilà. Eh oui. Donc, je ne peux pas me retrouver, moi, dans un champ qui tendrait à définir un ensemble qui soit tout sauf de l'art contemporain. Puisque je pense que
la problématique elle est un peu plus complexe que ça, et je trouve intéressant justement de discuter avec des intellectuels et des historiens de l'art américains de cette problématique-là. C'est intéressant. Parce que je pense aussi que le point de vue anglo-saxon doit être entendu, et on se nourrit de ça. Moi, j'ai la chance de voyager un peu, et donc de rencontrer des gens qui ne sont pas totalement baignés de cette histoire d'art brut, qui est quand même très européenne. Il ne faut pas l'oublier, très très européenne. Et donc quand tu vas en Amérique latine, quand tu vas en Chine, etc., on te regarde avec les yeux ronds, c'est formidable, c'est très intéressant, etc. Mais ils ont leur propre histoire. Donc ça leur est arrivé un peu comme ça, de loin en loin, cette histoire intellectuelle, mais ça leur paraît un peu poussiéreux, et ça n'a jamais été, sauf pour quelques psychiatres qui, eux, s'occupaient de psychopathologie de l'expression, mais à part ce réseau-là, qui était très particulier, qui était très ancré dans l'histoire de la psychiatrie, il y a peu eu de relais de la pensée dubuffetienne ou de la pensée occidentale de l'art brut ailleurs qu'en Europe. Donc, moi, je pense que cette confrontation, elle est riche, intéressante, et elle va aussi permettre... Moi, je ne suis pas assis sur des certitudes, donc ça m'intéresse d'échanger avec des personnes qui peuvent justement un peu enrichir mon propre point de vue. Roxana, le titre « La folie de l'art brut » laisserait à supposer que cela ne va durer qu'un moment? Ma question, c'est quand je disais à Christian, est-ce que c'est une toquade, on peut se poser la question, mais de toute façon, tout effet de mode ne dure qu'un moment. Par contre, l'art brut est assez fort pour durer au-delà de l'effet de mode. Christophe, pour que l'art brut puisse durer au-delà de l'effet de mode, il va falloir aussi que les institutions aient les moyens de suivre les courbes du marché. Oui, cette question-là, évidemment. La question du marché, c'est pareil, c'est une question qui demande à être pensée, approchée, déconstruite. On la colle tout de suite. Il y a une dimension, surtout ici, dans ce pays, entre privé et public, c'est une espèce de guerre, quelquefois sont tout à fait justifiées. On accole la figure du collectionneur au privé, et puis à côté, il y a l'institution. C'est un truc, c'est recta, quoi. Par exemple, l'histoire de la collection d'art brut au musée, il faut quand même imaginer que c'est parce qu'il y a une association, un autre cas de figure, qui, dès 82, monte une collection d'art brut avec l'idée d'en faire une collection publique. C'est pour ça que ça arrive là. Et c'est pas pour ça qu'à côté, le collectionneur privé, il serait mauvais, et ce serait bon. Mais, enfin, je veux dire, ça arrive pour ça. Alors, après, l'histoire de la reconnaissance, l'argent, on sait bien que c'est une des formes de reconnaissance principale, et que dans cette forme de reconnaissance, il y a des effets de mode, et il y a des artistes de toute façon tellement forts que ça restera, et que ça va continuer à progresser. Et que pour nous, ces pièces historiques, ce sera de plus en plus compliqué de les acquérir, ça c'est vrai. Que faire maintenant, par exemple? Une vraie question. Dans une institution comme celle dans laquelle je travaille, est-ce qu'on essaie de combler, entre guillemets, les vides historiques? C'est-à-dire que quand la Racine a constitué sa collection, eh ben déjà, Wolfli, c'était un peu compliqué, même si ce n'est pas les prix de la... Ou est-ce qu'on va plutôt chercher des œuvres récentes qui posent question? On essaie de faire les deux, mais bon, en tout cas, ça se discute. Et derrière ça, très rapidement, pardon, parce que cette question de marché est tout à fait passionnante, et ici aussi centrale, de collectionneurs, bien sûr, mais on pourra avoir aussi un long débat sur ce que ça apporte à une institution, cette notion d'art brut. Les nouveaux publics qui arrivent. Comment l'institution doit se repenser, comment les conservateurs vont peut-être certains descendre dans leur hiérarchie ou histoire de goût pour vivre de nouvelles aventures, comment c'est les remet en question. Et c'est salutaire parce que le musée doit vivre avec son époque et il faut le remettre en question. Voilà, donc oui, ça dépend des endroits, mais vous savez, l'institution c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu le sais avec l'histoire de la psychothérapie institutionnelle qui t'intéresse, faire institution c'est créer d'abord des rapports, il y a des gens qui font institution à trois. Et une institution, c'est des courants antagonistes. Donc, c'est pas si monolithique que ça. Donc, à l'intérieur de ça, il y a toujours des gens passionnés qui vont essayer de faire bouger les choses, enfin bon, et d'autres qui seront plus conservateurs, qui seront plus... Mais en tout cas, il ne faut pas se méprendre. Et c'est pas contre le marché, mais il y a une importance fondamentale de l'arrivée de l'art brut dans les musées et d'autres formes actuelles, au niveau dans la société. Et c'est pour ça qu'il y a un écho, c'est très très important. Parce que ça fait bouger des lignes qu'on doit absolument faire bouger pour un peu dépoussiérer les choses. Voilà. Merci. Alors, Je pense que l'art brut vient dans les expositions et pas tellement dans les musées. Oui, parce que moi, c'est Voilà. la singularité. Mais on
vois qu'aux États-Unis, il y avait une donation tellement grande des œuvres de Souls Grow Deep au Metropolitan Museum of Art et on va avoir une exposition là-bas l'année prochaine. Et on essaie à faire la même chose aux États-Unis, mais on le voit que les œuvres entrent dans les collections maintenant et c'est différent. Toutes les choses avec les musées aux États-Unis, je ne vais pas entrer dans ça, mais on le voit que ici, c'est avec l'âme, c'est une idée qu'on a en collection et on le voit la même chose aux États-Unis, qu'on a des collections qui commencent à être dans les musées. Alors, en attendant d'aller dans les musées aux États-Unis voir ce qu'il en est des collections d'art brut, on peut aller au LAM, donc voir l'exposition d'Aloïse qui est jusqu'à quand? Jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai. Aloïse, jusqu'au 10 mai. Et surtout, en attendant, vous pouvez aller sur les 2 stands de la galerie Edlin de New York et la galerie Christian Berst Art Brut, ici même à Dragunao. Et maintenant, les questions sont... On peut aller au Portugal aussi, à Porto. On peut aller au Portugal, oui, non, on peut aller dans beaucoup d'endroits du monde, vous avez raison, bien raison. On livre à Creative Factory, voilà. Donc, à vous les questions, vous dans la salle. Nous vous écoutons. C'est pas aujourd'hui que l'art brut a été défini. Oh, ben, l'objectif n'était pas de définir l'art brut. C'est comme si vous me demandiez de définir le dessin. Heureusement, tout ça c'est ouvert. Et ça ne se définit jamais. Ça s'infinit. Je vous la laisse. Sans aucun... Non, j'allais dire, tu vois, généreux, libre de droit. Y a-t-il des questions dans la salle? Ils sont très sages. Non, mais quand même, pour répondre partiellement à ce que tu viens de dire, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant de réfléchir ensemble à toutes ces questions que d'essayer de trouver une conclusion à tout ça. Et souvent, dans un voyage, c'est pas la destination la plus intéressante, c'est le voyage, c'est le chemin. Moi, j'ai un problème. Quelle sagesse. J'ai des artistes, je les rangeais où? Les artistes là, outside, je les rangeais où? C'est un grand tiroir. Il faut les ranger parce qu'il faut les exposer quelque part. Alors, il y a certains qui disent pas dans l'art brut et d'autres qui disent oui, etc. Alors, les artistes, est-ce que chacun fait comme il veut? Je pense que celui qui expose est souverain pour trancher. C'est lui qui décide. Après, tu t'exposes à la critique, mais tu assumes. Oui. Et faire confiance à ce qu'on montre, parce que c'est souvent dans l'objet et dans son histoire qu'on va trouver les moyens de le montrer. On s'en fout de la critique. Moi, j'adorais quand la bruit était dans un trou, dans un tunnel. C'est merveilleux, c'est génial. Entre vous. Entre nous. Des questions? Chourouk, Rièche. J'ai une question en fait. Je vais me lever parce que sinon, je ne sais pas quoi faire. Alors, parce qu'elle est un peu longue en fait. Alors, la question. Tiens, prends le micro peut-être, parce que ça, tout le monde en bénéficiera. Bonsoir. En fait, la question, c'est voilà, en novembre dernier, il m'arrive parfois d'écrire pour un magazine à Casablanca qui s'appelle Diptyque. En novembre dernier, j'ai visité l'exposition de la Maison Rouge d'Art Brut. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et vraiment sublime et touchant. Et je me suis posé des questions du type, est-ce que c'est pas dans ce monde où on manque tellement de vérité, en fait, est-ce que c'est pas ça qui me touche dans tout ça? Et du coup, je me suis dit, mon papier, je vais faire un papier sur le dessin et l'art brut. Donc là, je commence le dictionnaire, les petits, il y a un petit entretien entre Buren et Philippe Dagen, enfin, je fais, mais je fouille. Je commence à écrire, je me rends compte de la relation dominant-dominée également, de cette relation-là également c'est quelqu'un qui va chercher l'artiste ne le sait pas, et à un moment donné, je me retrouve coincée, parce que c'était un papier qui serait lu par des artistes, des penseurs ou des étudiants marocains, et formellement, je n'arrivais ni formellement ni théoriquement à dépatouiller les choses, parce que d'un seul coup, ça faisait comme si certains de mes amis artistes basculaient dans le champ de l'art brut, qui n'est pas en fait ni leur histoire ni leur génération, et parallèlement à ça, cela enlevait également toute la possibilité d'une histoire de la peinture marocaine. Il y avait un gros sac de nœuds et que je n'ai pas réussi à dépatouiller. Alors là, ce soir, avec M. Boulanger, j'ai compris aussi que la question de l'inventaire et de la reconnaissance, de la définition des choses, en fait, permettait également d'y voir plus clair. En revanche, je trouve que nous restons encore sur ce rapport
dominant, dominé, voilà. Le rapport dominant-dominé par rapport à ceux qui trouvent l'art brut, qui le cherchent et qui le qualifient comme tel, vous voulez dire? Oui, mais également, mais du coup, étant donné, c'est vrai que la part essentielle de tout ça, c'est qu'il y a aussi l'histoire, en fait, qui fait que ce sont des pays qui, aux mêmes périodes, sont ou des pays sous protectorat ou des colonies, en fait. Et donc, tout ça se passe au même moment, en termes d'histoire. Ah oui, parce que là, vous le ramenez à l'histoire du Maroc. Voilà. Ah oui. Et j'ai pas réussi, ça fait, vous disiez, vous aviez terminé en disant c'est une histoire très européenne, occidentale, en fin de compte, c'est vrai, rappelons-le. Mais en même temps, lorsque vous parliez de Frédéric Bouliboabré, par exemple, c'est vrai que, et qui, il est mort, je crois, maintenant. Il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Donc voilà, qui était donc un vieux monsieur, donc c'est monsieur Malien qui va le chercher. Moi, j'ai eu la chance de voir ces petits dessins au Centre d'art de Sète. Et donc, mais là, c'est logique, parce que le personnage, son âge, il correspond au temps de cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour d'autres qui sont dans cette création, ben pourquoi ils se retrouvent à créer de cette manière très spontanée, sans cadre, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de culture, mais simplement parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il y a vraiment cette nécessité d'écrire, de faire les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous voulions montrer ça, enfin, ou le définir, formellement, on le mettrait dans de l'art brut, alors que ça n'en est pas, en fait. Il y a quelque chose là, je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu d'aide. J'ai été assez claire. Honnêtement, j'ai pas bien compris. Non, je vais être franc, peut-être que Christophe est plus malin que moi, mais je suis pas sûr d'avoir compris la question parce que... C'est une réflexion. En ben, fait. Parce que vous êtes parti de l'exposition de la Maison Rouge, si j'ai bien compris, et vous avez ramené ça à l'histoire, ou du moins à des expériences que vous avez vécues au Maroc à travers l'histoire d'amis artistes. Non, c'est une volonté d'écrire sur le dessin et l'art brut, suite à l'exposition à la Maison Rouge. En revanche, un article, lorsque l'on écrit, lorsqu'on dépend toujours du lecteur et de la culture qu'il a envie, de la connaissance de sa base, en fait. Et donc, du coup, en parlant de ça, d'un seul coup, ça ramenait les créations actuelles, contemporaines, du moins marocaines, à ces situations-là d'art brut, alors que ça ne l'est pas non plus. Mais comment tu sais Eh bien, déjà, c'était par l'iconographie, déjà, parce que c'était par les images. Et lorsque je regardais certains dessins, je me disais, mais ça, c'est précisément cet artiste-là. Il y avait vraiment cette fausse gémilité quelque part. Et donc... alors, les parentés formelles, il y en a partout. On va en trouver tout le temps. Et c'est malheureusement pas par ce biais-là. Il faut arrêter de penser que c'est par le biais des différences formelles qu'on va réussir à qualifier les choses. Je veux dire, c'est probablement le seul domaine dans lequel il faille connaître le contexte dans lequel l'œuvre a été réalisée pour pouvoir la qualifier. Donc sans le contexte, c'est assez difficile. On peut avoir l'intuition qu'on est peut-être en présence d'art brut, mais on ne peut pas avoir l'absolue certitude. Donc le contexte est déterminant. Il n'y a pas de paratexte, en revanche la biographie est déterminante. Et là ça rejoint ce que disait tout à l'heure Christophe à propos de la phénoménologie, parce que c'est effectivement une autre approche et que peut-être c'est même quelque chose qu'on pourrait imaginer qui s'étend dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et que peut-être on s'intéresse beaucoup plus à la biographie, y compris d'artistes dits culturels, les artistes de métier, parce que peut-être ça nous éclairerait davantage sur le pourquoi ils font les choses, plus que le critique d'art très savant qui va essayer d'analyser ça à travers son filtre. Christophe, vous vouliez intervenir? Oui, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Donc, je trouve c'est très, très complexe, mais je trouve très intéressante. Est-ce qu'on peut exporter cette idée d'art brut? On évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Maghreb, par exemple? On sait que Dubuffet est sourcé au Sahara, etc. Mais bon, il y a des artistes, je pense à Baya, qui est algérienne, qui est maintenant classée un peu art naïf, mais art brut aussi, à Chabia, au Maroc. Alors, moi, il y a deux choses. D'abord, c'est une question qui m'intéresse parce que on essaie de se la poser. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, à Oujda, dans lequel il y a un festival, le Festival de l'Oriental, dont je devrais assurer une partie du commissariat l'an prochain, autour de ces questions. On m'a demandé de venir en disant, on va aller voir des gens, est-ce qu'ils font de l'art brut ou pas? Bon, compliqué. J'ai vu des choses plus souvent qu'on pouvait rapprocher de la peinture, par exemple, naïve.
des choses absolument magnifiques, on va dire ça. Après, j'ai vu par contre un art de travailler la maison, etc., à certains endroits, dont on pourrait dire que c'est très proche de ce qu'on qualifie ici d'habitants paysagistes. Ce qui n'est pas dans l'art brut, ce qui arrive après, mais tout d'un coup, là, il y a un chemin. Et si on prend ce chemin-là, on peut, comme ça, c'est de façon un peu empirique. Après, sur la notion même, évidemment qu'en Afrique, on va avoir un recul, comme il y a eu un recul par rapport aux magiciens de la Terre, où à un moment, des artistes africains reconnus vont dire « mais pourquoi ils vont chercher la voisine qui fait cette espèce de truc complètement qui n'est pas de l'art et pas moi, quoi ?» Et qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est des vraies questions. Et on avait essayé, il y a un entretien qui a été fait avec un artiste malien, Amadou Chaptouré, sur cette question d'art brut. Je pourrais vous le fournir si vous voulez. C'est tout à fait passionnant, c'est-à-dire qu'il explique bien que c'est européen, que ça ne se pose pas comme ça. Mais après, à partir de là, il déroule tout un fil en disant c'est vrai qu'à tel endroit, on va trouver telle construction, puis finalement, peut-être que... Et puis c'est parti, quoi. Donc en fait, ça demande un travail énorme, mais je pense qu'il est vraiment important. C'est ça, c'est une des choses à... Mais c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de travail. Beaucoup de pistes. Ouais. Vous voyez bien, l'art brut, c'est infini, définitivement. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à vous.